Alors, ce projet fait au Brésil, finalement, j'en ai fait un livre, hein, un livre qui s'appelle Le Mouvement Noir au Brésil. Et ce livre est accompagné d'une démarche en parallèle que j'ai faite, puisque j'ai tenu à séparer les deux choses. Donc, d'une série de films qui sont sortis en coffret, Resistencia. Et ces films documentent principalement les manifestations, je dirais, culturelles associées aux demandes implicites ou explicites de réparation. Dans ces films, j'ai travaillé principalement la question religieuse, la question des manifestations publiques, hein, dans l'espace public, et aussi un petit peu des aspects de l'histoire du mouvement noir lui-même. Et ça a été important, notamment autour de la question religieuse. Un de ces films, Navire négrier, Navio Negrero, est devenu un outil d'enseignement en histoire au Brésil, parce que pendant le moment où tout ce débat sur les quotas se faisait, il y a eu aussi, à partir de 2003, je pense, une loi qui a rendu obligatoire l'enseignement dans les écoles publiques, l'enseignement de l'histoire afro-brésilienne et africaine. Donc, les besoins de référence et de contenu sont devenus extrêmement importants, et les besoins de formation, ce qui fait que le travail que j'ai pu y faire maintenant est utilisé, on peut downloader ça à partir de sites d'universités brésiliennes. Ceci dit, autour de la question religieuse, j'ai eu la possibilité d'entrer dans un milieu de candomblé, d'expérimenter la voie religieuse et d'en saisir l'immense importance. Si je n'avais pas fait ça, je pense que je serais passée complètement à côté de mon objet de recherche. Et pourtant, justement, hein, si les questions que je posais tout à l'heure sur les difficultés de la discipline entre le religieux et le droit qu'elle a pu avoir, dans l'expérience que j'ai pu faire du candomblé, l'expérience religieuse, c'était aussi une expérience associée à la justice. Pourquoi? Parce que dans ce terreiro en particulier, la mère de Saint est aussi quelqu'un qui participe au mouvement noir. Pour moi, c'était la meilleure façon d'entrer dans la question religieuse et non pas d'essayer, je l'ai fait de d'autres manières, mais celle-là, particulièrement d'aller au plus profond de cette histoire, sachant que le candomblé est né de l'expérience de l'esclavage. Il en est sorti cette incroyable religion qui, pour moi, est une religion de réparation, au sens où la connexion avec les ancêtres, qui sont africains ou qui sont ceux qui ont été jetés des navires ou qui sont morts à l'arrivée ou qui ont eu des vies de survie au cours des générations. Donc, ils sont vénérés. Ce sont des gens divinisés, ce sont des êtres divinisés qui sont dignes de vénération, qui sont dignes d'un culte, et d'un culte qui est joyeux, qui est extrêmement, comment dire, où la fête est très, très importante. La fête de la rencontre de ces ancêtres qui finissent par occuper le corps et le terrain du lieu de culte. Alors, de vivre cette expérience de près, de l'avoir pratiquée, d'avoir eu la chance aussi de pouvoir filmer toute une série de choses, et entre autres, et ça c'était très amusant,
dans une proposition que je fais au milieu. Est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on fasse un petit documentaire sur votre travail avec la communauté autour? Donc, je ne voulais pas aller directement dans le religieux, puis j'avais toute cette... j'y étais, mais j'y étais comme avec une certaine distance et avec l'inquiétude aussi de ce qui a été fait parfois par des anthropologues, de prendre des images, de s'en aller, de ne pas restituer. Donc ça me préoccupait, particulièrement sur cet objet-là. Et là, il y a eu de l'intérêt pour du milieu, un très, très grand intérêt. Et puis, j'aurais dit, mais si on avait à faire un film sur vous, si vous faites un film, si vous aviez à montrer au monde, à dire au monde qui vous êtes, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le film? Et là, on a fait un travail sur 2 jours de construction collective d'un scénario. Et on a fait ce film. Je suis retournée au Terreiro après cette première proposition. Et là, j'ai vécu avec les gens du Terreiro un bon moment. Et ce film m'a inclus dans la religion du candomblé. Alors que je pensais faire un film sur le travail citoyen, si on peut dire, du Terreiro, qui n'est pas une approche habituelle, j'ai fait le film sur le travail citoyen, mais sur tout le reste. Et j'ai pu saisir de l'intérieur l'imbrication profonde de toutes les catégories religieuses dans le travail citoyen, incluant dans ce film Navire négrier, qui est une pièce de théâtre, jouée par la mère de Saint, mais qui ne pense pas faire du théâtre, elle fait tout simplement de l'enseignement aux enfants. Pour expliquer comment les entités du candomblé sont venues sauver, en quelque sorte, les êtres qui traversaient l'Atlantique, les ont accompagnés et ont préservé leur esprit, en quelque sorte, en transportant la mémoire et la culture. Évidemment, ce n'est pas dans ces termes-là que la mère de Saint s'exprime, mais en gros, le message est celui-ci. On vous a mis nus, mais vous étiez tout habillés de vos références culturelles, de vos références religieuses, et les ancêtres ne vous ont jamais abandonné. Cette pièce-là, on a pu la travailler avec la mère de Saint, Torodi Diogo, et elle a pu expliquer chacun des éléments qui entrent dans la pièce. J'en ai fait aussi un article, et c'est cela qui est utilisé maintenant au Brésil, entre autres, comme pour enseigner cette référence aux questions citoyennes et aux questions de candomblé. Mais cette expérience-là a été extraordinaire. Et autant la rencontre aussi avec des artistes afro-brésiliens qui travaillent très librement la question de l'esthétique, mais créent des esthétiques de la réparation. Ça a été extrêmement important. J'ai cherché à documenter cela par les films qu'on trouve dans le coffret. Mais ça a poursuivi, je dirais, le travail amorcé avec le film sur le handicap, Buscapé. Donc, Resistencia, c'est la deuxième incursion, mais là, ça a donné 5 films, donc 4 sont disponibles. Un, il est sous réserve de questions religieuses que je pense importantes de ne pas nécessairement faire circuler. Maintenant, la question, peut-être que je devrais rappeler que pendant toutes ces années-là, on parle un petit peu de l'image, pendant toutes ces années-là, ma recherche au Brésil, de 2009 à 2015, j'ai dirigé le CELAT, devenu Centre de recherche culture, art et société. Et le CELAT est un milieu extrêmement vivant par rapport à tout ce qui concerne la recherche-création. C'est un endroit où, je dirais, quand il y a 17 disciplines qui sont en cohabitation les unes avec les autres, et où il y a des artistes, il y a des philosophes, il y a géographes, il y a des archéologues, il y a des anthropologues, des sociologues.
Et il y a eu un peu plus de littéraire pendant une époque. Tout cela, faire vivre cela ensemble, c'est quelque chose de complexe. Mais ça a été pour moi une très, très belle école de pensée pour l'ouverture, que j'y ai pratiquée et que j'ai aussi, qui a été celle du milieu, et pour le travail sur la culture, pour le travail sur des productions culturelles qui m'ont été facilitées, notamment avec le LAMIC, le Laboratoire d'ingénierie de muséologie de la culture, et avec des collègues et des postdoctorants qui ont été accueillis au CELAT et qui ont été présents dans toutes mes recherches. Je pense à Alexandrine Boudreau-Fournier, qui est maintenant professeure à Victoria. Je pense à Mouloud Boukala, qui est devenu professeur à l'UQAM. Donc, des gens qui ont été proches de ces productions et de cette réflexion sur le rôle de l'image dans la restitution en anthropologie. Et moi, j'aime bien dire, ça c'est plus personnel, le rôle du travail de l'image sur nos manières de s'insérer sur les terrains et de créer des contextes de terrain inédits. Cela, on ne le dit peut-être pas assez, comment on n'est jamais tout à fait ceux qui vont seulement chercher des images des autres, mais on est des sujets agissants au sein d'environnements extrêmement vivants. Par notre présence et de la caméra, on crée de nouveaux contextes d'études. Le simple fait de le faire par l'image nous amène des considérations et des formats d'analyse tout à fait, je pense, originaux et qui nous permettent de dépasser les cadres conventionnels du terrain. Et là, je ne parle pas vraiment du lieu de l'anthropologie visuelle, parce que je pense que j'ai beau avoir fait des films et que je ne suis pas une spécialiste de l'anthropologie visuelle du tout, mais plutôt du lieu de la femme de terrain que je suis et ce que m'a appris le fait d'utiliser la caméra. Et je reprends sur le candomblé. Jamais, finalement, le fait d'avoir proposé tout simplement un petit documentaire en pensant ça un petit peu neutre, ça ne l'était pas du tout, mais je ne pensais pas vraiment que c'était neutre, mais en fait, je ne pensais pas que ça me conduirait aussi loin. Comment cela allait créer de nouvelles conditions de terrain et de nouveaux terrains, et des débats et des discussions que jamais je n'aurais eues sans la copropriété des images et leur aspect précieux, finalement. Autant notre carnet de terrain a probablement pas beaucoup d'importance aux yeux de celui ou celle qui nous écoute. Probablement le fait de créer des images ensemble qui deviennent des images sur lesquelles les gens avec qui nous travaillons ont des autorisations complètes pour les utiliser. Là, ça vient changer des choses et ça crée des contextes d'échange et de discussion qu'on n'aurait pas autrement, seulement avec le livre. Alors encore une fois, les films parfois viennent dépasser notre réputation d'auteur de livres de 400 pages, une deuxième fois. Bon, je ne me plains pas, mais c'est pour dire que c'est assez incroyable et je suis très heureuse et je considère que le CELAT a été là-dessus extrêmement ouvert et m'a laissé beaucoup d'opportunités, notamment en rejoignant le grand réseau Slavery Memory Citizenship avec tous les collègues de York, puis aussi l'ouverture à l'image et l'ouverture à l'histoire. Vous savez qu'au département d'anthropologie, dans les premières années de ma formation, il y avait l'histoire, peut-être sauf avec le marxisme, mais pour certains professeurs, l'histoire, c'était pas très bien vu. On n'aimait pas trop les historiens. Les débats entre Lévi-Strauss et Sartre étaient pas très loin. On nous apprenait à penser un petit peu que finalement, c'était mieux d'être anthropologue que d'être historien, là, quand même. Alors, quand on commence à fréquenter des historiens, quand même, on se dit « waouh ». Bon, on a des choses à apprendre aussi des autres disciplines. Alors, je parle de l'histoire, puis je pourrais parler de toutes les autres disciplines que j'ai eu l'occasion de fréquenter, puisque je ne pense pas jamais avoir perdu
le sens de l'anthropologie, tout en baignant dans un univers extrêmement diversifié en termes de pensée, de discipline, de courant de pensée, de perspective. Au contraire, c'est à chaque fois des écoles de vie, des écoles qui permettent de respirer et d'amener la discipline là où elle a à aller, c'est-à-dire partout. Peut-être je devrais ajouter qu'autour de toutes ces questions afro-américaines, hein, au sens large, ces questions de diaspora, ces questions associées à l'esclavage et à son histoire, à son legs, à sa mémoire et aux questions qui se posent maintenant, hein, avec des mouvements comme Black Lives Matter. Alors, c'est important de parler d'un programme de recherche rapidement qu'on a fait avec l'Université de Lyon, avec Georges Santiago, Culture et mémoire des Afro-Amériques, qui nous ont amenés à faire un ouvrage à la fin du programme de recherche, Images et sons des Afro-Amériques. Et cet ouvrage-là, il réunit des gens qui sont pas très loin du département d'anthropologie, puisqu'encore une fois, on a Mouloud Boukala, Alexandrine Boudreau-Fournier, Adrien Meunier, qui va soutenir sa thèse dans quelques semaines, et évidemment des collègues du Québec et de Lyon, incluant Georges et Marina Roujon aussi, qui a été postdoctorante avec nous. Alors tout ça, ce programme-là, on l'a vécu à l'intérieur du CELAT, dans les collaborations entre le département et le CELAT et l'Université de Lyon. Au-delà de ça, la vie sociale des droits s'est poursuivie pour moi dans un nouveau projet que j'ai initié en 2011 en fait, auquel participent Joseph Lévy, Patrick Fougerolas, des noms qui vous sont familiers, mais aussi Diane Lamoureux, Lourdes Rodriguez, Normand Boucher. On est pas mal de chercheurs dans tout ça. Nous travaillons ensemble sur la vie sociale des droits et la mémoire dans le contexte d'actions liées au milieu communautaire, donc les groupes communautaires au Québec sur 50 ans, dans ce Québec qui, à partir des années 60, se décléricalise et devient, disons, on a cette révolution tranquille et la place des mouvements sociaux qui s'installent. Et dans le Canada de Harper, je m'interrogeais comment je peux faire quelque chose dans cette désespérance totale. Si M. Harper écoutait quelque chose de nos propos, il pourrait être blessé, mais je ne crois pas que ça sera le cas. Alors, comment est-ce que, dans le fond, dans un monde comme celui-là, nous, en tant qu'intellectuels, on peut faire quelque chose? Et comment est-ce qu'on peut dire à des plus jeunes, ça n'a pas toujours été ce que nous sommes maintenant? Rappelons-nous des moments importants dans la construction des droits positifs dans différents contextes, que ce soit, et là c'est le grand projet, on est cette équipe de recherche qui travaille, on a cumulé 250 entretiens avec des leaders du milieu communautaire dans 5 secteurs, soit le handicap, LGBT, femmes, santé mentale, immigration. Et on associe à cela aussi une chercheure qui est Ève Lamoureux, que je n'ai pas nommée tout à l'heure, qui est spécialiste de l'art engagé. Donc, comment ces mouvements, ces milieux ont aussi été accompagnés d'actions qui ont marqué nos références. Les fées ont soif, comme pièce féministe, tout le monde peut s'en souvenir. Qu'on parle maintenant de la danse quadriplégique, hein, qui se fait et qui est revendiquée comme un art à part entière. Qu'on parle de la création cinématographique dans le milieu LGBT, les festivals de films qu'il y a un peu partout dans le monde, dans chaque secteur, dans chaque univers où des droits ont été revendiqués et ont été travaillés,
dans chaque secteur, il y a une histoire, des références et des témoins de ce qu'a été l'asile psychiatrique, de ce qu'ont été les institutions totalitaires, de ce qu'ont été les silences autour des sexualités différentes, de ce qu'a été la réalité des femmes aussi avant le droit de vote, et puis qu'est-ce que ça a été les luttes dans les années 60, qu'est-ce que ça a été au niveau de la santé mentale. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on questionne à l'intérieur de ce projet-là, mais en le faisant en écho, c'est-à-dire qu'on travaille, et c'est un projet sur 5 ans qui va se terminer cette année, et on essaie de saisir la vie sociale des droits dans chacun des secteurs et ses interrelations, et comment s'est construit un Québec dans une histoire qui ne dit jamais son nom. Cette histoire-là, c'est une histoire des marges. C'est une histoire marginale, une histoire des marges aussi, et des personnes en situation de marginalisation. Et comment, aujourd'hui, on arrive à imaginer qu'une personne qui est déficiente intellectuelle puisse elle-même dire qu'elle a des droits. Qu'une personne qui est en situation de handicap et qui a toutes les difficultés d'élocution possibles puisse revendiquer des droits. Mais quand on pense parfois en anthropologie droit, on peut imaginer des textes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas ça, c'est la resubjectivation des personnes en situation de marginalité, la construction à la fois des identités et des subjectivités. C'est aussi l'émergence de nouveaux sujets politiques et de nouveaux sujets culturels. C'est ça qui nous intéresse profondément dans cela. Et on a eu la chance, à l'automne dernier, nous avons fait avec l'Écomusée du Fier-Monde une demande de financement pour une exposition. Et les résultats de cette exposition vont être présentés dans une exposition itinérante à partir de la fin de 2017. Et on va commencer à faire une tournée au Québec et on espère ailleurs avec les résultats de cette recherche. Donc, c'est un moment autour de la vie sociale des droits que j'ai beaucoup travaillé au Brésil, que je vais certainement continuer à travailler. J'essaie toujours de revenir dans mes objets de recherche avec un écho au Québec. Et là, bien, c'est pas sur une question, c'est sur plusieurs questions et avec des chercheurs qui ont passé leur vie. Hein? Si je pense à Patrick Fougerola, c'est quelqu'un qui a passé sa vie avec le handicap. Si je pense à Diane Lamoureux, c'est quelqu'un qui a passé sa vie avec la question femme. Si je pense à Joseph Lévy, c'est quelqu'un qui a passé toute une partie de sa vie avec la question de l'analyse anthropologique des sexualités. Alors, on a une équipe extraordinaire et au bout de 4 ans, on ne s'est pas encore entretué, ce qui est merveilleux. On a encore tellement le goût de travailler que par moments, je me dis, mais Dieu du ciel, on finira jamais avec ce projet-là. Mais heureusement, on a une exposition, il faut on prépare nos choses et on va arriver à faire un ouvrage collectif, mais très, très travaillé, qui ne sera pas une collection de textes, je dirais, comme on en fait là, suite à un colloque, mais vraiment un travail de fond au sein d'une équipe et avec des archives qu'on va léguer à la Bibliothèque nationale du Québec, puisque le legs, c'est à la fois le travail de l'exposition, c'est le livre qu'on fera, mais c'est aussi une matière absolument riche sur un Québec qui permet ce qu'il ne permettait pas aujourd'hui, c'est-à-dire des cohabitations non imaginées. Mais parfois, quand on parle de l'exposition, en pensant au public, on se dit, bon, est-ce que les gens qui vont venir du milieu santé mentale vont aimer être vus à côté de gens qui viennent du milieu immigration et vus, parce que nous, on travaille tout ça comme un tout, hein, dans une transformation de ce qu'est la société québécoise. Et on ne se pose jamais la question, quand on pose la question du « nous », on la pose trop souvent en termes d'immigration. Nous, eux. Mais ce nous-là, de quoi il est fait? Il est fait de toutes ces composantes dont je viens de parler là. Il n'est pas fait que de personnes immigrantes qui sont nos autres. Hein? Il est fait de tous les autres que nous sommes, hein? Et qui constituent cette société. Alors, par le projet de cette exposition,
j'espère pouvoir traduire pour un public élargi une idée de la diversité qui défie un petit peu les trop grandes divisions entre le nous et le eux. Ça m'amène à parler quelques minutes du vivre ensemble. Donc, avec la direction du CELAT, j'ai eu le privilège de construire une programmation qui soit à la fois une métaphore des difficultés de l'interdisciplinarité, il faut quand même le dire, que moi j'aime ça, mais tu sais, c'est quand même pas facile à vivre et à faire vivre, et aussi une suite donnée à d'autres programmations de recherche que mes collègues avaient réalisées avant moi, puis de trouver une manière de questionner, une fois de plus, cette idée de diversité et de la mettre au travail par une notion qui est très polysémique, donc celle de vivre ensemble, qui n'est pas du tout, qui a des écueils, qui est difficile parce qu'elle a été récupérée politiquement, notamment en France, et avec toute la question posée par l'islam. Donc, on s'est mis à utiliser le terme d'une manière qui n'était pas la mienne au moment où j'ai commencé à développer cette programmation. Et puis, il y a quand même une idée ouverte de société. Il y a quand même l'idée de... Dans la notion de société, il y a quelque chose qui peut être conçu comme objet d'étude et comme un ensemble, je ne veux pas dire passif, mais je vais essayer de traduire cette idée que ce que j'aimais bien du vivre ensemble, c'était qu'est-ce que les gens font quand ils décident qu'ils vont vivre ensemble. Comment est-ce que ça se passe dans différentes sociétés? Évidemment, notre condition d'être social, elle nous est donnée en partant, là, mais toute notre vie, et chaque société doit toujours refaire, chaque individu et chaque société doit toujours refaire le choix, en quelque sorte, d'être avec les autres. Et cette condition-là d'être social, c'est ce qui m'a animée dans le plaisir de créer une programmation qui allait être fondée sur cette idée de vivre ensemble au temps de la diversité et au temps aussi des conflits associés à la diversité. Et Dieu sait si je n'ai pas besoin de faire de discussions très longues sur ça. On sait tous les grands événements qui ont marqué les 10 dernières années. Alors, donc, la programmation du CELAT a été aussi très présente dans l'évolution de ma pensée sur les questions de diversité. Pour moi, ça s'est décliné beaucoup à travers la question du droit, de la vie sociale des droits, et non pas du juridique, ce qui n'est pas la même chose, des grandes questions de justice sociale. Mais j'ai jamais voulu délaisser les questions de culture et dans tous les sens que cela peut prendre, c'est-à-dire la culture, je dirais, revisitée, post-geertzienne et telle qu'elle se pose dans les termes, par exemple, du post-colonialisme, dans les termes des interrogations même autour des questions de représentation. On a hérité de ça aussi avec Geertz quand même. Mais qu'est-ce qu'elle devient, cette culture? Et ça, pour moi, c'était très intéressant d'être au CELAT pour entendre une immense diversité de chercheurs venant de tous horizons parler de questions qui parfois sont un peu laissées... Donc, on les laisse un peu trop vite tomber au sein de la discipline et surtout du département d'anthropologie à l'Université Laval. Il y a des questions qu'on discarte trop vite, probablement. La question de la culture, elle peut paraître passéiste, alors qu'elle est sur toutes les lèvres. Elle est la nôtre, elle est celle des anthropologues aussi. On nous dit souvent que les autres disciplines ont pris caricature un peu ce que c'est que la culture, l'instrumentalisent, font toutes sortes de choses. Il se passe des choses comme ça, bien sûr. Mais je pense que c'est à nous
de revenir sur cet objet et de le réinvestir, peut-être d'une manière différente, en prenant l'occasion de de l'engouement qu'on peut avoir pour à la fois l'inculture à travers l'idée de différence, même si on questionne profondément la notion de différence culturelle, et à la fois l'idée de production culturelle. Je ne suis pas sûre que, même si le langage, par exemple, la sociologie de la culture et le langage de l'anthropologie sociale et culturelle ne sont pas les mêmes, ou le langage de la recherche-création, et de gens qui sont en histoire de l'art, on est encore dans d'autres paradigmes, mais quand on commence à travailler avec des personnes qui ont ces différentes perspectives, on se rend compte que à chaque fois, il est aussi question des infinités, hein, je dirais des aspects infinitésimaux qui composent la vie des sujets, la vie des subjectivités, la vie en société, la vie dans toutes ses fibres. Et j'aime bien là-dessus la pensée de François Laplantine lorsque il écrit autour des questions de texture, autour des questions des fibres. De quoi le monde est fait? D'infinité, d'une infinité de petites choses. Et autour de la culture, imaginons que nous n'avons pas ce concept ou des équivalents pour penser le monde et que le monde serait sans aspérité. Alors, imaginez ce monde néolibéral fait de perfection et d'une absence totale de tout ce qui dépasse. Eh bien, je pense qu'on ne serait plus dans le monde humain. Alors, on a besoin, et l'anthropologie, avec ses outils, avec d'autres disciplines, peut penser la texture du monde, peut penser les infinies variations de tous les univers que nous investissons. Tous les univers d'expérience, tous les univers de référence, tous les univers symboliques. Cela, c'est devant nous et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'enfermer la discipline dans des traditions qui parfois nous mettent trop à côté de ce qui se passe dans d'autres disciplines et que nous pouvons accueillir et travailler, mettre au travail tout simplement. Il n'y a pas de raison de vivre les choses de manière trop étanche. Je crois qu'on peut créer des vases communicants sans perdre notre identité. Je crois qu'on peut garder ce qui est notre référence principale au sein de la discipline, c'est cette idée de sortir des catégories de son expérience, d'accepter d'être ébranlé par les autres, mais dans le monde dans lequel nous sommes, il faut toujours se reposer la question, ils sont où les autres? Alors, j'ai à plusieurs reprises insisté sur des autres qui étaient à côté de nous. Hein? J'ai parlé des fous, j'ai parlé des morts, j'ai parlé des vieux. J'ai questionné, là maintenant, le nous et le eux. Et je pourrais dire aussi que ces raisonnements-là, on devrait les appliquer pour les disciplines. On ne peut pas ainsi se créer en tribu et imaginer que la discipline va continuer d'influencer, comme elle a pu le faire, le monde et le monde scientifique. Je crois qu'on a un travail à faire et le travail qui a été le mien, et je dirais le travail personnel, le travail même intérieur, ça a été d'accepter ma différence comme anthropologue, de la vivre de toutes les manières possibles, mais d'accepter aussi que j'étais avec les autres. Et les autres, c'est aussi des formes de pensée qui ne sont pas nécessairement les miennes, de les approcher, de dialoguer, de vivre et de faire vivre là, dans le contexte du CELAT, une programmation
exceptionnel qui, je l'espère, donnera de nouveaux fruits bientôt.